Février 1963, Daytona International Speedway. Une Chevrolet Impala noire et or pénètre dans la zone des stands et dans un rayon de 15 mètres, chaque mécanicien s'immobilise. Pas à cause de sa beauté, bien qu'elle soit indéniable, à cause de ce qui sort des échappements. Ce son impossible, qui défie la physique, qui n'a pas le droit d'exister en 1963. La voiture appartient à Junior Johnson, et ce qui se cache sous ce capot s'apprête à retourner le NASCAR dans tous les sens. Abonnez-vous, likez et dites-nous en commentaire votre innovation mécanique préférée dans l'histoire du sport automobile. Pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, il faut d'abord comprendre le contexte. En 1963, le NASCAR était supposé être l'année de Ford. La marque avait investi des millions dans le développement de son nouveau moteur 427 FE, un monstre développant 425 chevaux tout droit sorti de Dearborn. Chrysler ripostait avec son Max Wedge 426 affichant des chiffres similaires. Et Chevrolet, officiellement hors course. General Motors avait décrété en janvier 1963 une interdiction totale de tout soutien aux compétitions automobiles à l'échelle du groupe. Pas d'équipe d'usine, pas de pièces spéciales, pas d'aide ingénierie, rien. Mais Smokey Yunick, lui, n'avait pas reçu la note. Ou peut-être qu'il l'avait reçue et s'en était servi pour allumer son cigare. Smokey Yunick était ce qu'on pourrait appeler un anarchiste mécanique. Ingénieur autodidacte ayant quitté l'école en seconde, il savait faire à un moteur des choses que des diplômés du MIT déclaraient impossibles. Son garage à Daytona Beach était moins un atelier qu'un laboratoire où les lois de la physique venaient mourir. Le règlement NASCAR, Smokey l'appelait un guide approximatif de suggestion. Il disait volontiers « Tous les autres trichaient, moi je créais ». Le Daytona 500 de 1963 s'annonçait comme une fête privée organisée par Ford. Leur nouvelle Galaxy 500, équipée du 427 FE, avait écrasé les essais. Fred Lorenzen avait signé la pole à 160,43 miles par heure. Dan Gurney, Fireball Roberts, Tinyland, tous les rapides étaient en Ford. L'argent intelligent misait sur l'impossibilité pour une Chevrolet de rester ne serait-ce que dans le même tour, a fortiori de gagner. L'Impala de Junior Johnson réécrivit ce scénario avant même que le drapeau vert ne tombe. Voilà la scène. Jour des qualifications. 26 degrés, humidité à 60%, météo floridienne typique de février. Température de piste, 35 degrés. Johnson met en route l'Impala et ce son frappe à nouveau tout le monde de plein fouet. Ce n'est pas le ralenti caractéristique d'un gros V8, c'est quelque chose de plus lisse, de plus affamé, comme un moteur de turbine croisé avec un orage. Il s'élance sur la piste pour son tour de qualification. Premier tour, 164,083 miles par heure. Les ingénieurs Ford lâchent littéralement leur planchette. Deuxième tour, 165,183 miles par heure. Des gens courent vers les grillages pour regarder. Quand la moyenne sur 2 tours tombe à 164,633 miles par heure, le silence s'installe dans la zone des stands. Ce n'est pas simplement rapide, c'est 6 km/h de plus que la Ford en pole position. En termes de 1963, c'est arrivé à un combat de couteau avec une bombe tactique. Les inspecteurs techniques du NASCAR tombèrent sur cet Impala comme des sauterelles sur un champ de blé. Ils mesurèrent tout 2 fois, puis 3 fois. Le moteur, 427 pouces cubes de cylindrée, exactement comme le stipulait le règlement. Taux de compression, légal. Arbre à cames, dans les normes. Carburateur, un Holley 4 corps d'aspect standard, identique à ce que tout le monde utilisait. Alors, quel était le truc bizarre de Smokey? Pour comprendre le génie de ce qu'il fit, il faut comprendre comment un moteur produit de la puissance. Un moteur à combustion interne est fondamentalement une pompe à air. Il aspire air et carburant, les comprime, les inflamme et utilise l'explosion pour pousser le piston vers le bas. Plus on fait entrer d'air et de carburant, plus on produit de puissance. Simple, non? En 1963, tout le monde cherchait à faire circuler plus d'air via de plus grandes valves, de plus grands taux de compression, des arbres à cames plus agressifs, mais cette approche se heurtait à mur et huc partout. Les valves ne pouvaient s'ouvrir que jusqu'à un certain point avant de heurter le piston. La compression ne pouvait augmenter que jusqu'à un certain niveau avant que le carburant ne s'inflamme prématurément. Un arbre à cames ne pouvait être que si agressif avant que le moteur refuse de ralentir. Tout le monde se heurtait aux mêmes obstacles. Smokey, lui, passait par le plafond.
Son astuce commençait par le collecteur d'admission, la pièce qui distribue le mélange air et carburant du carburateur vers chaque cylindre. Sur une Chevrolet 427 de série de 1963, les conduits d'admission, c'est-à-dire les passages individuels vers chaque cylindre, mesuraient 49,3 mm de diamètre pour une longueur d'environ 18 cm. Le collecteur de Smoky était extérieurement identique au modèle série. Les inspecteurs du NASCAR utilisèrent même un gabarit pour vérifier ses dimensions extérieures. Correspondance parfaite. Mais à l'intérieur, c'était une autre histoire. Smoky avait soudé les conduits originaux et les avait reusinés. Les nouveaux passages mesuraient 56,6 mm de diamètre, soit 27% de section de passage supplémentaires. Mais le plus astucieux était ailleurs. Il les avait allongés. Beaucoup allongés. Les conduits mesuraient désormais 29 cm, suivant un trajet courbe d'une fluidité qu'on avait du mal à croire en le voyant de ses yeux. Pourquoi les allonger? Est-ce que ça ne restreint pas le flux? C'est là que se révèle le génie de Smoky. Il utilisait ce qu'on appelle l'accordage par résonance, ou effet bélier. Quand une soupape d'admission se ferme, la colonne d'air entrant ne s'arrête pas instantanément. Elle rebondit, créant une onde de pression. Si on la synchronise correctement, cette onde de pression revient à la soupape exactement au moment où elle s'ouvre pour le cycle suivant, propulsant littéralement de l'air supplémentaire dans le cylindre. La longueur du conduit détermine le régime moteur auquel cet effet est le plus puissant. Les conduits de série étaient accordés autour de 400-500 tours par minute, parfait pour la route. Les conduits de 29 cm de Smoky, ils éteignaient le pic de résonance à 6800 tours par minute, précisément là où Junior Johnson roulerait à Daytona. Mais ce n'est pas tout. Le moteur mystère, c'est ainsi que Chevrolet appelait leur gros bloc 427 Mark II, avait un autre secret. Pendant que Ford et Chrysler utilisaient des chambres de combustion en forme de coin traditionnelles, les ingénieurs de Chevrolet avaient développé ce qu'on appelait une culasse semi-hémisphérique ou porc-épic. Les soupapes étaient inclinées à des angles opposés, admission à 26 degrés, échappement à 17 degrés, avec la bougie d'allumage exactement au centre. Cette conception permettait d'intégrer des soupapes d'admission massives de 55,6 mm et des soupapes d'échappement de 43,7 mm, tout en maintenant une chambre de combustion compacte. L'inclinaison des soupapes créait également un tourbillon naturel dans le mélange entrant, améliorant l'efficacité de la combustion. Mais l'avantage réel était que ces grandes soupapes pouvaient utiliser des ressorts plus rigides et des profils d'arbre à cames plus agressifs, sans les problèmes géométriques qui handicapaient le moteur FE de Ford. Smoky prit cette conception et la perfectionna. Il passa 3 semaines rien qu'à travailler les sièges de soupape, les rectifiant selon des formes que le règlement NASCAR n'avait pas encore les mots pour décrire. Les orifices d'admission furent rehaussés de 1,5 mm et élargis de 3,2 mm, des modifications si subtiles que les inspecteurs avec leurs jauges ne pouvaient les détecter, mais suffisamment significatives pour permettre un débit de 9,6 m3 par minute à 71 cm de pression. Les meilleures culasses de Ford débitaient 8,8, le Max Wedge de Chrysler 8,9. Venait ensuite l'arbre à cames. Le règlement spécifiait la levée, l'ouverture maximale des soupapes, mais ne disait rien sur les taux d'accélération ni les profils de cames. L'arbre de Smoky avait la même levée maximale que tous les autres, 13,2 mm. Mais ces lobes étaient rectifiés selon ce que Smoky appelait des profils à accélération constante. Au lieu d'ouvrir progressivement la soupape, de la maintenir ouverte puis de la refermer progressivement, l'arbre de Smoky arrachait les soupapes à leur siège, les maintenait au maximum pendant plus de degrés de rotation, puis les claquait fermées. C'était la différence entre ouvrir poliment une porte et la défoncer d'un coup de pied. Ce profil agressif aurait dû détruire les ressorts de soupape en une cinquantaine de kilomètres. Mais Smoky avait une autre carte dans sa manche. Il avait déniché une entreprise dans l'Ohio qui fabriquait des ressorts pour les vannes de sous-marins nucléaires. Des ressorts devant fonctionner parfaitement à des profondeurs où la pression écrase un véhicule comme une canette vide. Ces ressorts étaient fabriqués en acier de chrome silicium avec un enroulement progressif. Ils devenaient plus rigides à mesure qu'ils se comprimaient, correspondant parfaitement à la courbe d'accélération de ces lobes radicaux. Les bielles racontaient leur propre histoire. Les bielles de série du 427 étaient en acier forgé, solides mais lourdes, 778 grammes chacune. Celles de Smoky étaient forgées en acier aéronautique 4340, grenaillé pour la résistance et ne pesaient que 564 grammes, soit 124 grammes de masse alternative en moins par cylindre, ou presque 450 grammes de moins pour le moteur complet. À 6800 tours par minute, cette réduction de masse valait environ 15 chevaux supplémentaires rien que par diminution de friction. Mais la masse n'était pas tout. Smoky équilibrait les bielles à 0,5 g les unes aux autres. En 1946, la tolérance d'usine était de 14 grammes.
Il les soumettait également à des tests de diffusion. Chaque bielle était mise en rotation à 10 000 tours par minute pour détecter des micro-craquelures. Une bielle sur 12 échouait ce test. Smoky acheta 15 jeux complets pour en obtenir un jeu parfait de 8. Les pistons étaient tout aussi remarquables. Les pistons de série du 427 étaient en aluminium moulé avec des taux de compression d'environ 11%. Ceux de Smoky étaient forgés dans un alliage aluminium 26-18 avec un taux de compression de 13,5%, juste à la limite de ce que le carburant de course Sonoco 103 octanes pouvait supporter. Mais le détail vraiment ingénieux, c'est que le dessus des pistons n'était ni plat ni bombé comme ceux de tout le monde. Il présentait un léger cru correspondant parfaitement à la forme de la chambre, créant ce que Smoky appelait des zones d'écrasement. Quand le piston approchait du point mort supérieur, le faible jeu entre le bord du piston et la paroi décrasait le mélange vers la bougie. Cela créait une turbulence qui accélérait la combustion, améliorant l'efficacité de la combustion. Plus d'avance signifiait plus de puissance. En parlant d'allumage, Smoky avait remplacé le distributeur mécanique de série par quelque chose venu directement de l'industrie aéronautique, un système de magnéto issu d'un moteur radial Pratt & Whitney R2800. Pendant que tout le monde fonctionnait avec 34 ou 36 degrés d'avance totale, Smoky pouvait en exploiter 41. La magnéto fournissait également une étincelle plus chaude et plus régulière, cruciale pour allumer un mélange sous 13,51 de compression. Le système d'échappement était un chef-d'œuvre de dynamique des fluides. Le règlement imposait des silencieux. Il ne précisait pas qu'il devait restreindre le flux. Les silencieux de Smoky étaient des tubes perforés à passage direct, entourés d'emballages en fibre de verre, logés dans des boîtiers ressemblant trait pour trait aux silencieux Chevrolet de série. Ils réduisaient le son de peut-être 2 décibels, mais laissaient passer le flux comme des collecteurs ouverts. Les collecteurs eux-mêmes étaient des tubes de longueur égale, chaque primaire mesurant exactement 106,7 cm de la soupape d'échappement au collecteur. Cette longueur était accordée pour créer un effet d'extraction à, vous l'avez deviné, 6800 tours par minute. Quand chaque impulsion d'échappement voyageait dans le tube, elle créait une zone de basse pression dans son sillage qui contribuait littéralement à aspirer la prochaine impulsion hors du cylindre. C'était comme avoir un aspirateur branché sur les soupapes d'échappement. Mais la magie véritable se manifestait quand on assemblait tout cela sur le banc d'essai de Smoky. Et oui, il possédait son propre banc en 1963, assemblé à partir de pièces empruntées à divers sous-traitants aérospatiaux. Ce 427 produisait des chiffres qui semblaient relever de la fiction. Un Mystery Motor bien assemblé de série développait environ 425 chevaux à 5800 tours par minute et 698 Nm de couple à 4200 tours par minute. Le moteur de Smoky, 548 chevaux à 6800 tours par minute, 698 Nm de couple à 5200 tours par minute. Ce ne sont pas des erreurs de frappe. En 1963, Smoky Unique construisit un 427 atmosphérique produisant 1,28 cheval par pouce cube. Pour contextualiser, une Dodge L4 moderne produit 1,15 cheval par pouce cube, avec un compresseur. Mais les chiffres du banc ne gagnent pas les courses, les performances sur piste, si. Et c'est là qu'entre en scène Junior. Junior était le pilote parfait pour le moteur parfait de Smoky. Il comprenait la mécanique comme un musicien comprend son instrument. Il pouvait sentir un roulement commencer à lâcher 3 heures avant que cela n'arrive. Il entendait la détonation que les oscilloscopes ne détectaient pas. Quand Junior disait qu'un moteur lui semblait bizarre, Smoky le démontait et trouvait invariablement quelque chose sur le point de céder. Le matin du Daytona 500 de 1963, Smoky donna à Junior des instructions précises. Restez sous 6500 tours pendant les 50 premiers tours. Laissez la température d'huile se stabiliser à 138 degrés. Après ça, on lâche tout, mais sans dépasser 7000 tours sauf pour doubler pour la tête de course. Ce moteur tiendra 7200 tours pendant environ 30 secondes avant que les soupapes ne flottent. Utilise ces 30 secondes avec sagesse. La course démarra avec Junior en 3e position, derrière les Ford de Lorenzen et Gurney. Pendant les 50 premiers tours, il jouait la prudence, tournant des tours réguliers de 42 secondes pendant que les Ford abattaient des 41,8 secondes. Le camp Ford commençait à se détendre, peut-être que ce tour de qualification n'était qu'un coup de chance. Le tour 51 changea tout. Junior s'engagea dans le virage 1 à ce qui semblait être sa vitesse d'entrée habituelle, mais au lieu de lever le pied dans le milieu du virage, comme tout le monde, il resta à fond. Le compte tour dépassait 6500, franchit 6800, frôla 7000 tours par minute quand l'Impala s'arracha du virage 2 sur la ligne droite arrière. Temps de ce tour, 41,2 secondes, vitesse moyenne 273,4 km/h. Les ingénieurs Ford firent le calcul rapidement et n'aimèrent pas la réponse. À cette allure, Junior avait théoriquement assez de carburant pour peut-être 42 tours, supposant une consommation normale. Le moteur de Smoky, malgré ses 120 chevaux de plus que la série, consommait réellement moins de carburant à vitesse de course. Comment ?
Vous souvenez-vous de ces longs droits d'admission? Ils créaient une vitesse de mélange considérable, ce qui signifiait une meilleure atomisation du carburant. Une meilleure atomisation signifiait une combustion plus complète. Le taux de compression extrayait plus d'énergie de chaque goutte de carburant. L'extraction par les échappements accordés signifiait moins de pertes de pompage. Additionnez tout cela et le monstre hurlant de 548 chevaux de Smoky consommait moins que le 425 chevaux de Ford. Junior pouvait tenir 48 tours avec un plein. Les Ford s'arrêtaient tous les 44. La suite de la course fut un cours magistral. Junior adoptait une allure conservatrice jusqu'à ce que les Ford rentrent au stand, puis augmentait le régime et gagnait 3 à 4 secondes par tour pendant leurs arrêts. Quand il rentrait enfin lui-même, il disposait d'un coussin de 15 secondes et répétait l'opération sur 200 tours. Mais ce n'était pas seulement la vitesse, c'était la fiabilité. Pendant que les moteurs Ford répandaient des billets comme des confettis, 3 défaillances mécaniques dans le top 10, le moteur de Junior ne manqua pas un seul battement. Pression d'huile stable à 4,5 bars, température d'eau ne dépassant jamais 88 degrés, les bougies que Smoky retira après la course semblaient avoir tourné 30 minutes, pas 500 miles. Junior Johnson remporta le Daytona 500 de 1963 avec 24 secondes d'avance. En termes de NASCAR, ce n'est pas une victoire, c'est une exécution publique. Les conséquences furent immédiates et brutales. Les dirigeants de Ford exigèrent que le NASCAR démonte le moteur de Johnson. Ce fut fait. Tout était techniquement légal. Bill France en personne inspecta le collecteur d'admission, fit même le faire radiographier dans un hôpital local. Les modifications internes étaient clairement visibles, mais rien dans le règlement n'interdisait de modifier les passages internes tant que les dimensions extérieures étaient conformes. Ford menaça de se retirer du NASCAR entièrement. Chrysler cria à l'esprit des règles. Smoky Yunick alluma un nouveau cigare et dit « Si vous n'aimez pas les règles, écrivez-en de meilleures ». Le NASCAR fit exactement cela. Pour la course de juillet à Daytona, 17 nouvelles tâches avaient été ajoutées aux réglementations techniques traitant spécifiquement des collecteurs d'admission, des angles de soupape, des profils d'arbre à cames et d'une cinquantaine d'autres éléments que Smoky avait exploités. Ils ajoutèrent même une clause donnant aux inspecteurs le droit de confisquer toute pièce procurant un avantage compétitif déloyal, même si elle était techniquement légale. La réponse de Smoky, il commença à travailler sur un réservoir de carburant plus petit qui passerait les contrôles dimensionnels du NASCAR, mais contiendrait 5 gallons supplémentaires par dilatation thermique. Mais c'est une autre histoire. Le programme Mystery Motor de 1963 ne dura officiellement que cette unique saison. L'interdiction de course de GM empêchait Chevrolet de le développer davantage, du moins officiellement. Mais les technologies que Smoky avait pionniers, l'accordage par résonance, les profils de cam radicaux, la préparation de culasses sophistiquées, devinrent pratiques courantes dans la compétition. Chaque moteur de Pro Stock moderne utilise des principes que Smoky avait élucidés dans un garage de Daytona Beach avec une meuleuse et un banc d'écoulement qu'il avait construit à partir d'un aspirateur. Le moteur spécifique de la victoire de Junior au Daytona 500 survécut exactement à 3 autres courses avant de souffrir d'une défaillance catastrophique à Atlanta. Smoky prétendit qu'une coupelle de ressort de soupape défectueuse avait causé la chute de la soupape d'échappement numéro 7. Mais certains soupçonnèrent qu'il avait délibérément détruit le moteur pour empêcher ses secrets d'être entièrement compris. Les restes furent supposément mis à la ferraille, mais des rumeurs persistent que le collecteur d'admission se trouve dans une collection privée quelque part en Caroline du Nord. Junior Johnson continua de remporter 50 courses NASCAR comme pilote et 139 comme propriétaire. Mais il disait toujours que le Daytona 500 de 1963 était à part. Cette voiture n'était pas une simple voiture de course, c'était Smoky montrant à tout le monde qu'il faisait fausse route. Ford finit par développer sa propre version des astuces de Smoky, créant le 427 High Riser qui domina le NASCAR en 1964. Mais il leur fallut une équipe d'ingénieurs et un budget de millions de dollars pour reproduire ce qu'un simple lycéen avait résolu par intuition et à coups de cigare. Le Mystery Motor lui-même évolua vers le gros bloc Mark V, puis le L88, puis le ZL1, des moteurs légendaires qui propulsèrent tout des voitures de Can-Am au Camaro COP. Cet ADN se trace directement au garage de Smoky à Daytona et ses impossibles conduits d'admission de 29 cm. Mais voilà la vraie leçon du truc bizarre de Smoky Yunick. Les règles sont juste des problèmes en attente de solution. Pendant que tout le monde essayait de construire de meilleurs moteurs dans les limites des contraintes, Smoky cherchait à comprendre ce que ces contraintes étaient réellement.
Il ne brisait pas les règles, il trouvait des brèches que personne d'autre ne voyait. Dans le NASCAR moderne, avec ses gabarits communs et ses moteurs scellés, ce genre d'innovation est impossible. Chaque pièce est spécifiée, mesurée et monitorée. Il n'y a plus de place pour la créativité, plus de place pour le génie. Les courses sont plus serrées, certes, mais on ne reverra jamais un seul homme avec une meuleuse humilier toute une industrie. C'est le prix du progrès. Nous avons réglementé hors d'existence la possibilité d'un autre Smoky unique. Mais pendant un glorieux dimanche de février 1963, un mécanicien avec une idée bizarre fit passer les plus grands constructeurs automobiles d'Amérique pour des amateurs. Il prit leur département d'ingénierie à plusieurs millions de dollars et leur montra ce qu'un génie obsessionnel pouvait accomplir avec des outils à main et de l'imagination. Ce son impossible qui défiait la physique, ce n'était pas simplement du bruit d'échappement, c'était le son du bon sens conventionnel se fracassant à 7000 tours par minute. C'était le son du refus d'un homme d'accepter que les choses devaient être faites d'une certaine façon, simplement parce qu'elles l'avaient toujours été. Smoky Unique ne construisit pas simplement un meilleur moteur. Il prouva que l'innovation ne vient pas des comités, des budgets ou des structures d'entreprise. Elle vient de quelqu'un prêt à regarder le même problème que tout le monde et à y voir quelque chose que personne d'autre ne peut voir. Si ce récit vous a électrisé, likez cette vidéo, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode consacré au génie méconnu du sport automobile et dites-nous en commentaire votre innovation technique préférée dans l'histoire de la course, celle qui a tout changé, celle que personne ne vit venir. On lit chaque commentaire et les meilleures suggestions nourrissent directement les prochains récits. Février 1963, Daytona International Speedway. Une Chevrolet Impala noir et or pénètre dans la zone des stands et dans un rayon de 15 mètres, chaque mécanicien s'immobilise. Pas à cause de sa beauté, bien qu'elle soit indéniable, à cause de ce qui sort des échappements. Ce son impossible qui défie la physique, qui n'a pas le droit d'exister en 1963. La voiture appartient à Junior Johnson, et ce qui se cache sous ce capot s'apprête à retourner le NASCAR dans tous les sens. Abonnez-vous, likez et dites-nous en commentaire votre innovation mécanique préférée dans l'histoire du sport automobile. Pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, il faut d'abord comprendre le contexte. En 1963, le NASCAR était supposé être l'année de Ford. La marque avait investi des millions dans le développement de son nouveau moteur 427 FE, un monstre développant 425 chevaux tout droit sorti de Dearborn. Chrysler ripostait avec son Max Wedge 426 affichant des chiffres similaires. Et Chevrolet? Officiellement hors course. General Motors avait décrété en janvier 1963 une interdiction totale de tout soutien aux compétitions automobiles à l'échelle du groupe. Pas d'équipe d'usine, pas de pièces spéciales, pas d'aide ingénierie, rien. Mais Smoky Unique, lui, n'avait pas reçu la note. Ou peut-être qu'il l'avait reçue et s'en était servi pour allumer son cigare. Smoky Unique était ce qu'on pourrait appeler un anarchiste mécanique. Ingénieur autodidacte, ayant quitté l'école en seconde, il savait faire à un moteur des choses que des diplômés du MIT déclaraient impossibles. Son garage à Daytona Beach était moins un atelier qu'un laboratoire où les lois de la physique venaient mourir. Le règlement NASCAR, Smoky l'appelait un guide approximatif de suggestion. Il disait volontiers « tous les autres trichaient, moi, je créais ». Le Daytona 500 de 1963 s'annoncerait comme une fête privée organisée par Ford. Leur nouvelle Galaxy 500 équipée du 427 FE avait écrasé les essais. Fred Lorenzen avait signé la pole à 160,43 miles par heure. Dan Gurney, Fireball Roberts, Tiny Lund, tous les rapides étaient en Ford. L'argent intelligent misait sur l'impossibilité pour une Chevrolet de rester ne serait-ce que dans le même tour, a fortiori de gagner. L'Impala de Junior Johnson réécrivit ce scénario avant même que le drapeau vert ne tombe. Voilà la scène. Jour de qualification. 26 degrés, humidité à 60%, météo floridienne typique de février. Température de piste 35 degrés. Johnson met en route l'Impala et ce son frappe à nouveau tout le monde de plein fouet. Ce n'est pas le ralenti caractéristique d'un gros V8, c'est quelque chose de plus lisse, de plus affamé, comme un moteur de turbine croisé avec un orage. Il se lance sur la piste pour son tour de qualification. Premier tour, 164,833 miles par heure. Les ingénieurs Ford lâchent littéralement leur planchette.
Deuxième tour, 165,183 miles par heure. Des gens courent vers les grillages pour regarder. Quand la moyenne sur 2 tours tombe à 164,633 miles par heure, le silence s'installe dans la zone des stands. Ce n'est pas simplement rapide, c'est 6 km par heure de plus que la Ford en pôle. En termes de 1963, c'est comme arriver à un combat de couteau avec une bombe tactique. Les inspecteurs techniques du NASCAR sont tombés sur cet Impala comme des sauterelles sur un champ de blé. Ils mesurèrent tout 2 fois, puis 3 fois. Le moteur, 427 pouces de cylindrée, exactement comme le stipulait le règlement. Taux de compression, légal. Arbre à cam, dans les normes. Carburateur, un Holley 4 corps d'aspect standard, identique à ce que tout le monde utilisait. Alors, quel était le truc bizarre de Smokey? Pour comprendre le génie de ce qu'il fit, il faut comprendre comment un moteur produit de la puissance. Un moteur à combustion interne est fondamentalement une pompe à air. Il aspire air et carburant, les comprime, les enflamme et utilise l'explosion pour pousser le piston vers le bas. Plus on fait entrer d'air, plus on brûle de carburant, plus on produit de puissance. Simple, non? En 1963, tout le monde cherchait à faire circuler plus d'air via de plus grandes soupapes, des taux de compression plus élevés, des arbres à cam plus agressifs. Mais cette approche butait partout contre les mêmes murs. Les soupapes ne peuvent s'ouvrir que jusqu'à un certain point avant de heurter le piston. La compression ne peut monter qu'à un certain niveau avant que le carburant ne s'enflamme prématurément. Un arbre à cam ne peut être que si agressif avant que le moteur refuse de tourner au ralenti. Tout le monde poussait contre les mêmes obstacles. Smokey, lui, passa par le plafond. Son astuce commençait par le collecteur d'admission, la pièce qui distribue le mélange air-carburant du carburateur vers chaque cylindre. Sur une Chevrolet 427 de série de 1963, les conduits d'admission, c'est-à-dire les passages individuels vers chaque cylindre, mesuraient 49,3 mm de diamètre pour une longueur d'environ 18 cm. Le collecteur de Smokey était extérieurement identique au modèle de série. Les inspecteurs du NASCAR utilisèrent même un gabarit pour vérifier ses dimensions extérieures. Correspondance parfaite. Mais à l'intérieur, c'était une autre histoire. Smokey avait soudé les conduits d'origine et les avait reusinés. Les nouveaux passages mesuraient 55,6 mm de diamètre, soit 27% de section de passage supplémentaires. Mais le plus astucieux était ailleurs. Il les avait allongés, beaucoup allongés. Les conduits mesuraient désormais 29 cm, suivant un trajet courbe d'une fluidité qu'on avait du mal à croire en le voyant de ses propres yeux. Pourquoi les allonger? Est-ce que ça ne restringue pas le flux? C'est là que se révèle le génie de Smokey. Il utilisait ce qu'on appelle l'accordage par résonance ou effet Bélier. Quand une soupape d'admission se ferme, la colonne d'air entrante ne s'arrête pas instantanément. Elle rebondit, créant une onde de pression. Si on la synchronise correctement, cette onde de pression revient à la soupape exactement au moment où elle s'ouvre pour le cycle suivant, propulsant littéralement de l'air supplémentaire dans le cylindre. La longueur du conduit détermine le régime moteur auquel cet effet est le plus puissant. Les conduits de série étaient accordés autour de 4500 tours par minute, parfait pour la route. Les conduits de 29 cm de Smokey, ils atteignaient le pic de résonance à 6800 tours, précisément là où Junior Johnson roulerait à Daytona. Mais ce n'est pas tout. Le moteur mystère, c'est ainsi que Chevrolet appelait leur gros bloc 427 Mark II, avait un autre secret. Pendant que Ford et Chrysler utilisaient des chambres de combustion en forme de coin traditionnel, les ingénieurs de Chevrolet avaient développé ce qu'on appelait une culasse semi-hémisphérique, ou porc-épic. Les soupapes étaient inclinées à des angles opposés, admission à 26 degrés, échappement à 17 degrés, avec la bougie d'allumage exactement au centre. Cette conception permettait d'intégrer des soupapes d'admission massives de 55,6 mm et des soupapes d'échappement de 43,7 mm, tout en maintenant une chambre de combustion compacte. L'inclinaison des soupapes créait également un tourbillon naturel dans le mélange entrant, améliorant l'efficacité de la combustion. Mais l'avantage réel était ailleurs. Il les avait allongés, beaucoup allongés. Les conduits mesuraient désormais 29 cm, suivant un trajet courbe d'une fluidité qu'on avait du mal à croire en le voyant de ses propres yeux. Et venait ensuite l'arbre à cam. Le règlement spécifiait la levée, l'ouverture maximale des soupapes, mais ne disait rien sur les taux d'accélération ni les profils de cam. L'arbre de Smokey avait la même levée maximale que tous les autres, 13,2 mm,
mais ses lobes étaient rectifiés selon ce qu'il appelait des profils à accélération constante. Au lieu d'ouvrir progressivement la soupape, de la maintenir ouverte puis de la refermer progressivement, l'arbre de Smoky arrachait les soupapes à leur siette, les maintenait au maximum pendant plus de degrés de rotation, puis les claquait fermées. C'était la différence entre ouvrir poliment une porte et la défoncer d'un coup de pied. Cette approche agressive aurait dû détruire les soupapes de voltige pendant une 50aine de kilomètres, mais Smoky avait une autre carte dans sa manche. Il avait déniché une entreprise dans l'Ohio qui fabriquait des soupapes pour les vannes de sous-marins nucléaires, des soupapes devant fonctionner parfaitement à des profondeurs où la pression écrase un véhicule comme une canette vide. Ces soupapes étaient fabriquées en acier chrome-silicium avec un enroulement progressif. Elles devenaient plus rigides à mesure qu'elles se comprimaient, correspondant parfaitement à la courbe d'accélération de ces lobes radicaux. Les bielles racontaient leur propre histoire. Les bielles de série du 427 étaient en acier forgé, solides mais lourdes, 778 grammes chacune. Les bielles de Smoky étaient forgées en acier aéronautique 4340, granaillé pour la résistance, et ne pesaient que 654 grammes, soit 124 grammes de masse alternative par cylindre, ou presque 450 grammes de moins dans le moteur complet. À 6800 tours par minute, cette réduction de masse valait environ 15 chevaux supplémentaires rien que par diminution de friction. Mais la masse n'était pas toute l'histoire. Smoky équilibrait les bielles à 0,5 g de précision entre elles. En 1963, la tolérance d'usine était de 14 grammes. Il les soumettait également à des tests de diffusion. Chaque bielle était mise à rotation à 10 000 tours par minute pour détecter des micro-fissures. Une bielle sur 12 échouait ce test. Smoky acheta 15 jeux complets pour en obtenir un jeu parfait de 8. Les pistons étaient tout aussi remarquables. Les pistons de série du 427 étaient en aluminium moulé avec des taux de compression d'environ 11/1. Ceux de Smoky étaient forgés dans un alliage d'aluminium 2618 avec un taux de compression de 13,5/1, juste à la limite de ce que le carburant de course Sunoco 103 octanes pouvait supporter. Mais le détail vraiment ingénieux, c'est que le dessus des pistons n'était ni plat ni bombé comme ceux de tout le monde. Il présentait un léger creux correspondant parfaitement à la forme de la chambre, créant ce que Smoky appelait des zones d'écrasement. Quand le piston approchait du point mort haut, le faible jeu entre le bord du piston et la paroi de la chambre écrasait le mélange vers la bougie. Cela créait une turbulence qui accélérait la combustion, permettant au moteur de fonctionner avec une avance à l'allumage plus importante sans détonation. Plus d'avance signifiait plus de puissance. En parlant d'allumage, Smoky avait remplacé le distributeur mécanique de série par quelque chose venu directement de l'industrie aéronautique, un système de magnéto issu d'un moteur radial Pratt & Whitney R2800. Pendant que tout le monde fonctionnait avec 34 ou 36 degrés d'avance totale, Smoky pouvait en exploiter 41. La magnéto fournissait également une étincelle plus chaude et plus régulière, cruciale pour allumer un mélange sous 13,5/1 de compression. Le système d'échappement était un chef-d'œuvre de dynamique des fluides. Le règlement imposait des silencieux. Il ne précisait pas qu'il devait restreindre le flux. Les silencieux de Smoky étaient des tubes perforés à passage direct, entourés d'emballages en fibre de verre, logés dans des boîtiers ressemblant trait pour trait aux silencieux Chevrolet de série. Ils réduisaient le son de peut-être 2 décibels, mais laissaient passer le flux comme des collecteurs ouverts. Les collecteurs eux-mêmes étaient des tubes de longueur égale, chaque primaire mesurant exactement 106,7 cm de la soupape d'échappement au collecteur. Cette longueur était accordée pour créer un effet d'extraction à, vous l'avez deviné, 6800 tours par minute. Quand chaque impulsion d'échappement voyageait dans le tube, elle créait une zone de basse pression dans son sillage qui contribuait littéralement à aspirer la prochaine impulsion hors du cylindre. C'était comme avoir un aspirateur branché sur les soupapes d'échappement. Mais la magie véritable se manifestait quand on assemblait tout cela sur le banc d'essai de Smoky. Et oui, il possédait son propre banc en 1963, assemblé à partir de pièces empruntées à divers sous-traitants aérospatiaux. Ce 427 produisait des chiffres qui semblaient relever de la fiction. Un Mystery Motor bien assemblé de série développait environ 425 chevaux à 5800 tours par minute et 698 Nm de couple à 4200 tours par minute. Ce ne sont pas des erreurs de Frappy. En 1963, Smoky Unique construisit un 427 atmosphérique produisant 1,28 cheval par pouce cube. Pour contextualiser, une Dodge L4 moderne produit 1,15 cheval par pouce cube, avec un compresseur. Mais les chiffres du banc ne gagnent pas les courses.
Les performances sur piste, si. Et c'est là qu'entre en scène Junior Johnson. Junior était le pilote parfait pour le moteur parfait de Smokey. Il comprenait la mécanique comme un musicien comprend sur instrument. Il pouvait sentir un roulement commencer à lâcher 3 heures avant que cela n'arrive. Il entendait la détonation que les oscilloscopes ne détectaient pas. Quand Junior disait qu'un moteur lui semblait bizarre, Smokey le démontait et invariablement trouvait quelque chose sur le point de céder. Le matin du Daytona 500 de 1963, Smokey donna à Junior des instructions précises. Rester sous 6500 tours pendant les 50 premiers tours, laisser la température d'huile se stabiliser à 138 degrés. Après ça, on lâche tout, mais sans dépasser 7000 tours, sauf pour doubler pour la tête de course. Ce moteur tiendra 7200 tours pendant environ 30 secondes avant que les soupapes ne flottassent. Utilise ces 30 secondes avec sagesse. La course démarra avec Junior en 3e position, derrière les Ford de Lorenzen et Gurney. Pendant les 50 premiers tours, il jouait la prudence, tournant des tours réguliers de 42 secondes, pendant que les Ford abattaient des 41,8 secondes. Le camp Ford commençait à se détendre, mais peut-être que ce tour de qualification n'était qu'un coup de chance. Le tour 51, tout changea. Junior s'engagea dans le virage 1 à ce qui semblait sa vitesse d'entrée habituelle, mais au lieu de lever le pied dans le milieu du virage, comme tout le monde, il resta à fond. Le compte-tours dépassa 6500 tours, franchit 7000 tours par minute quand l'Impala s'arracha du virage 2 sur la ligne droite arrière. Temps de ce tour, 41,2 secondes. Vitesse moyenne, 273,4 km/h. Les ingénieurs Ford firent le calcul rapidement et n'aimaient pas la réponse. À cette allure, Junior avait théoriquement assez de carburant pour peut-être 42 tours, supposant une consommation normale. Le moteur de Smokey, malgré ses 120 chevaux de plus que la série, consommait en réalité moins de carburant à vitesse de course. Comment? Vous vous souvenez de ces longs conduits d'admission? Ils créèrent une vitesse de mélange considérable, ce qui signifiait une meilleure atomisation du carburant. Une meilleure atomisation signifiait une combustion plus complète. Le taux de compression extrayait plus d'énergie de chaque goutte. L'extraction par les échappements accordés signifiait moins de perte de pompage. Additionnez tout cela, et le monstre hurlant de 548 chevaux de Smokey consommait moins que le 425 de Ford. Junior pouvait tenir 48 tours avec un plein. Les Ford s'arrêtaient tous les 44 tours. La suite de la course fut un cours magistral. Junior adoptait une allure conservatrice jusqu'à ce que les Ford rentrent au stand, puis augmentait le régime et gagnait 3 à 4 tours par lot dans leurs arrêts. Quand il rentrait enfin lui-même, il disposait d'un coussin de 15 secondes et répétait l'opération sur 200 tours. Mais ce n'était pas seulement la vitesse, c'était la reliabilité. Pendant que les moteurs Ford répandaient des bielles comme des confettis, 3 défaillances mécaniques dans le top 10, le moteur de Junior n'a pas manqué un seul battement. Pression d'huile stable à 4,5 bars, température d'eau ne dépassant jamais 88 degrés, les bougies que Smokey retira après la course semblaient avoir tourné 30 minutes mais pas 500 miles. Junior Johnson remporta le Daytona 500 de 1963 avec 24 secondes d'avance. En termes de NASCAR, ce n'est pas une victoire, c'est une exécution publique. Les conséquences furent immédiates et brutales. Les dirigeants de Ford exigèrent que le NASCAR démonte le moteur de Johnson. Ce fut fait. Tout était techniquement légal. Bill France, en personne, inspecta le collecteur d'admission, fit même le faire radiographier dans un hôpital local. Les modifications internes étaient clairement visibles, mais rien dans le règlement n'interdisait de modifier les passages internes, tant que les dimensions extérieures étaient conformes. Ford menaça de se retirer du NASCAR entièrement. Chrysler cria à l'esprit des règles. Smokey Yunick alluma un nouveau cigare et dit « Si vous n'aimez pas les règles, écrivez-en de meilleures ». Le NASCAR fit exactement cela. Pour la course de juillet à Daytona, 17 nouvelles pages avaient été ajoutées aux réglementations techniques, traitant spécifiquement des collecteurs d'admission, des angles de soupape, des profils d'arbre à cames et d'une 50aine d'autres éléments que Smokey avait exploités. Ils ajoutèrent même une clause donnant aux inspecteurs le droit de confisquer toute pièce procurant un avantage compétitif déloyal, même si elle était techniquement légale. La réponse de Smokey ? Il commença à travailler sur un réservoir de carburant plus petit qui passerait les contrôles dimensionnels du NASCAR, mais contiendrait 5 gallons supplémentaires par dilatation thermique. Mais c'est une autre histoire. Le programme Mystery Motor de 1963 ne dura officiellement que cette unique saison. L'interdiction de course de GM empêchait Chevrolet de le développer davantage, du moins officiellement.
Mais les technologies que Smoky avait pionniers, l'accordage par résonance, les profils de cam radicaux, la préparation de culasses sophistiquées, devinrent pratiques courantes dans la compétition. Chaque moteur de Pro Stock moderne utilise des principes que Smoky avait élucidés dans un garage de Daytona Beach avec une meuleuse et un banc d'écoulement qu'il avait construit à partir d'un aspirateur. Le moteur spécifique de la victoire de Junior au Daytona 500 survécut exactement à 3 autres courses avant de souffrir d'une défaillance catastrophique à Atlanta. Smoky prétendit qu'une coupelle de ressort de soupape défectueuse avait causé la chute de la soupape d'échappement numéro 7. Mais certains soupçonnèrent qu'il avait délibérément détruit le moteur pour empêcher ses secrets d'être entièrement compris. Les restes furent supposément mis à la ferraille, mais des rumeurs persistent que le collecteur d'admission se trouve dans une collection privée quelque part en Caroline du Nord. Junior continua de remporter 50 courses NASCAR comme pilote et 139 comme propriétaire. Mais il disait toujours que le Daytona 500 de 1963 était à part. Cette voiture n'était pas simplement une voiture de course. C'était Smoky montrant à tout le monde qu'il faisait fausse route. Ford finit par développer sa propre version des astuces de Smoky, créant le 427 High Riser qui domina le NASCAR en 1964. Mais il leur fallut une équipe d'ingénieurs et un budget de $1 million pour reproduire ce qu'un simple lycéen avait résolu par intuition et à coups de cigare. Le moteur mystérieux de 1963 ne dura officiellement que cette unique saison. L'interdiction de course de GM empêchait Chevrolet de le développer davantage, du moins officiellement. Mais les technologies que Smoky avait pionniers, l'accordage par résonance, les profils de cam radicaux, la préparation de culasses sophistiquées, devinrent pratiques courantes dans la compétition. Chaque moteur de Pro Stock moderne utilise des principes que Smoky avait élucidés dans un garage de Daytona Beach avec une meuleuse et un banc d'écoulement qu'il avait construit à partir d'un aspirateur. Mais voilà la vraie leçon du truc bizarre de Smoky Unique. Les règles ne sont que des problèmes en attente de solution. Pendant que tout le monde essayait de construire de meilleurs moteurs dans les limites des contraintes, Smoky cherchait à comprendre ce que ces contraintes étaient réellement. Il ne brisait pas les règles, il trouvait des brèches que personne d'autre ne voyait. Dans le NASCAR moderne, avec ses gabarits communs et ses moteurs scellés, ce genre d'innovation est impossible. Chaque pièce est spécifiée, mesurée et surveillée. Il n'y a plus de place pour la créativité, plus d'espace pour le génie. Les courses sont plus serrées, certes, mais on ne reverra jamais un seul homme avec une meuleuse humilier toute une industrie. C'est le prix du progrès. Nous avons réglementé hors d'existence la possibilité d'un autre Smoky Unique. Mais pendant un glorieux dimanche de février 1963, un mécanicien avec une idée bizarre fit passer les plus grands constructeurs automobiles d'Amérique pour des amateurs. Il prit leur département d'ingénierie à millions de dollars et leur montra ce qu'un simple lycéen avait résolu par intuition et à coups de cigare. Ce son impossible qui défiait la physique n'était pas simplement du bruit d'échappement. C'était le son du bon sens conventionnel se fracassant à 7000 tours par minute. C'était le son d'un homme qui refusait d'accepter que les choses devaient être faites d'une certaine manière simplement parce qu'elles avaient toujours été ainsi. Smoky Unique ne construisit pas simplement un meilleur moteur, il prouva que l'innovation ne vient pas de comités, de budget ou de structures d'entreprise. Elle vient de quelqu'un prêt à regarder le même problème que tout le monde et à y voir quelque chose que personne d'autre ne peut voir. Si ce récit vous a électrisé, likez cette vidéo, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode consacré au génie méconnu du sport moteur et dites-nous en commentaire votre innovation technique préférée dans l'histoire de la course. Celle qui a tout changé, celle que personne ne vit venir. On lit chaque commentaire et les meilleures suggestions nourrissent directement les prochains récits.